Lors d'un incident choquant et inoubliable, une condamnée connue sous le nom de Kayla Cupcakes a complètement oublié qu'il y avait des caméras dans la salle d'audience et s'est livrée à un acte scandaleux qui a laissé tout le monde incrédule. Prenez place dans une salle d'audience du comté de Broward et plongez dans l'histoire incroyable de Kayla Cupcakes et découvrez comment ses actions ont perturbé la procédure formelle, créant une atmosphère tendue dans la salle d'audience. Notre histoire commence dans le comté de Broward, en Floride, où se déroule une audience de libération sous caution. Le juge, John Hurley, est assis sur le banc, observant la scène avec un mélange de patience et d'inquiétude. Devant lui se tient une femme, Suzanne Marie Surette, également connue sous le nom de Kayla Cupcakes, qui a été arrêtée pour ivresse désordonnée. Kayla Cupcakes a travaillé comme star du porno en plus d'être coiffeuse, mannequin et star du porno. Au cours des dernières années, MLL Cupcakes a comparu 10 fois devant le tribunal pour des délits mineurs, mais personne ne se doutait que la partie la plus choquante était à venir. Selon Kayla Cupcakes, elle était maltraitée en prison, affirmant que la police l'avait battue. Voyant que ses paroles ne semblaient pas avoir d'effet sur la salle d'audience, Kayla Cupcakes a décidé de prendre les choses en main, littéralement. Dans une tentative de montrer au juge des signes physiques de ces mauvais traitements, elle a eu recours au soulèvement de sa chemise et, ce faisant, a exposé ses seins au juge. Un moment qui restera à jamais gravé dans l'esprit des personnes présentes. L'expression du juge passe de la surprise à l'incrédulité, alors qu'il s'efforce de reprendre le contrôle de la situation. Cupcakes a continué à expliquer au juge qu'elle souffrait d'une maladie et qu'elle trouvait l'acte de brutalité policière dégoûtant. L'apparition inattendue de Kayla Cupcakes a perturbé la procédure formelle, créant une atmosphère tendue dans la salle d'audience. Le juge, déterminé à rétablir l'ordre et à préserver la dignité du tribunal, a pris une décision rapide. Il a fixé la caution de Kayla Cupcakes à $100 et a ordonné qu'elle subisse une évaluation médicale. Deobra Redden. Ensuite, nous nous rendons dans un tribunal de Las Vegas où se déroule une scène choquante. Deobra Redden a non seulement oublié la présence des caméras, mais il a également attaqué violemment le juge lors de l'audience de détermination de sa peine. Cet incident a laissé toutes les personnes présentes dans la salle d'audience stupéfaites et constitue un rappel glaçant des dangers potentiels qui peuvent survenir au sein du système judiciaire. Préparez-vous à découvrir les détails choquants de ce drame judiciaire inoubliable et à explorer les conséquences de l'accès de violence de Redden. C'était un jour apparemment ordinaire dans la salle d'audience du tribunal de district du comté de Clark à Las Vegas. La juge Mary Kay Holthus s'apprête à prononcer la sentence de Deobra Redden, un homme accusé de tentative de coups et blessures. Personne ne se doutait que cette procédure judiciaire de routine allait prendre une tournure terrifiante. La salle d'audience est remplie de gens, des avocats aux fonctionnaires du tribunal, qui attendent tous la décision du juge. Redden, un homme d'une trentaine d'années, est assis tranquillement à la table de l'accusé, son visage ne trahissant aucune émotion. L'atmosphère est tendue, mais personne n'aurait pu prédire le chaos qui s'annonce. Personne ne se doutait que cette audience de routine allait bientôt tourner au cauchemar. Alors que la procédure était sur le point de commencer, Redden, qui avait auparavant plaidé auprès du juge pour qu'il ne l'envoie pas en prison, semblait avoir quelque chose dans sa manche. Le juge Holthus a méticuleusement examiné les preuves, en réfléchissant soigneusement à la peine appropriée pour le crime présumé de Redden. Alors que les mots du juge sont en suspens, une lueur de colère traverse le visage de Redden. Ses yeux se rétrécirent et une vague d'émotion intense le submergea. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, libérant un torrent de rage qu'il ne pouvait plus contenir. En une fraction de seconde, le corps de Redden se propulse par-dessus la barrière qui le sépare du juge. La salle d'audience est envahie par des cris et des halètements, et tout le monde regarde la scène avec incrédulité. L'atmosphère calme a volé en éclats, remplacée par le chaos et la peur. L'accès de violence de Redden a non seulement perturbé la procédure judiciaire, mais a également renforcé le jugement initial du juge sur son caractère. Ses actions dans la salle d'audience ont donné un aperçu de son comportement potentiel en dehors de la salle d'audience, suggérant une tendance à la violence et au mépris de l'autorité. Finalement, Redden a été maîtrisé grâce aux efforts combinés du greffier, du sténographe et d'autres fonctionnaires du tribunal. Il a été placé en garde à vue, ses actes étant susceptibles d'entraîner une condamnation plus sévère. Redden a été traduit en justice le jeudi 29 février, où il a plaidé non coupable des accusations de tentative de meurtre. Un grand jury avait prononcé un acte d'accusation de 9 chefs d'accusation contre lui, notamment pour avoir attaqué la juge Mary Kay Holthus et un officier de police de Las Vegas.
La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que Redden, désormais coiffé d'une cagoule, se tenait tranquillement à la table des accusés. La juge Holthus, qui se remettait à peine de l'agression traumatisante, a étonnamment présidé les débats avec une détermination à toute épreuve. Il a été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. La sentence finale prononcée par le juge Holthus a résonné dans la salle d'audience. Ce drame judiciaire intense a captivé la nation, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur les limites de la santé mentale et les complexités du système judiciaire. Redden attend maintenant d'être jugé pour tentative de meurtre pour son attaque contre le juge Holthus. Leonid Greiser. Dans le tribunal du district de Cherbinsky à Moscou, en Russie, Leonid Greiser était jugé pour le meurtre brutal de sa sœur, Ariada Korol. Mais ce qui s'est passé pendant le procès dépasse l'imagination de tous. Alors que le procès se déroulait, Leonid Greiser a tenté de se faufiler entre les barreaux du haut du box des accusés blindés, laissant toute la salle d'audience sous le choc. Les caméras ont capté chaque instant de son audacieuse tentative d'évasion, et ce qui s'est passé ensuite a été un véritable spectacle de justice. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans l'histoire incroyable d'un condamné qui avait oublié qu'il y avait des caméras dans la salle d'audience. Revenons en arrière et examinons de plus près les événements qui ont conduit à la tentative d'évasion de Greiser. Tout a commencé par le meurtre de sa sœur, Aradia Quarel. Selon Greiser, c'est Satan lui-même qui lui aurait ordonné de commettre cet acte odieux. Aradia, une jeune femme de 21 ans, a été retrouvée sauvagement poignardée à plusieurs reprises à son domicile. La scène de crime est effroyable et les preuves désignent Greiser comme le principal suspect. Le mobile du meurtre semble être ancré dans un système de croyances tordu, Greiser affirmant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres du diable et qu'il n'avait aucun regret. À l'ouverture du procès, la tension et l'impatience règnent dans la salle d'audience. L'accusation a présenté un dossier solide contre Greiser, avec des témoins attestant de son comportement erratique avant le meurtre. La défense, quant à elle, a soutenu que Greiser n'était pas dans son état normal et qu'il devait être considéré comme mentalement instable. Mais personne ne savait que Greiser avait méticuleusement préparé son évasion. Il avait étudié la disposition de la salle d'audience, identifié les faiblesses du système de sécurité et attendu patiemment le moment idéal pour passer à l'action. Et ce moment est arrivé lorsque Greiser, apparemment calme et posé, a immédiatement tenté de se faufiler à travers les lattes situées en haut du quai de sécurité par balle. La salle d'audience a été plongée dans le chaos lorsque les officiers ont réalisé ce qui se passait. Les caméras ont filmé le choc et l'incrédulité sur les visages de toutes les personnes présentes. Alors que les officiers se bousculaient pour appréhender Greiser, un officier courageux l'a frappé pour tenter de le maîtriser. Mais Greiser a refusé d'abandonner. C'est à ce moment-là qu'une policière s'est précipitée et a appuyé sur un gros bouton sur le mur, appelant des renforts. La rapidité d'esprit et l'action décisive de la policière ont amené des renforts sur les lieux. En l'espace de quelques instants, d'autres agents sont arrivés, prêts à arrêter Greiser et à mettre fin à sa tentative d'évasion. Face au chaos ambiant, les agents ont formé une barricade humaine, bloquant tout point de sortie potentiel pour Greiser. Ils étaient déterminés à l'empêcher de s'échapper et de mettre en danger la vie d'autres personnes. Mais Greiser ne se laisse pas faire sans se battre. Il se débat et résiste, essayant désespérément de se libérer de l'emprise des officiers. C'est une bataille de volonté. La détermination de Greiser étant à la hauteur de la détermination inébranlable des officiers. Se rendant compte que leur force physique ne suffirait peut-être pas, l'un des agents a sorti son taser, ce qui a effrayé Greiser presque immédiatement. Le choc a suffi à le mettre à genoux et le policier l'a rapidement appréhendé. Ce fut un moment de triomphe pour le système judiciaire russe qui avait réussi à empêcher un dangereux criminel de s'échapper. La salle d'audience est restée incrédule, Greiser n'ayant montré aucun signe de remords ou de regret. À la fin du procès, Greiser a été reconnu coupable du meurtre de sa sœur. Il a été condamné à un traitement psychiatrique obligatoire. Nicole Babb. Nous nous pencherons ensuite sur le cas stupéfiant de Nicole Babb, une criminelle condamnée qui a fait la une des journaux pour un incident inoubliable survenu lors d'une audience de libération sous caution dans un tribunal de Miami-Dade. Comme si elle ignorait qu'il y avait des caméras dans la salle d'audience, Nicole Babb a bizarrement commencé à se déshabiller sur place sans se soucier des spectateurs. Comme d'habitude, son geste a pris tout le monde par surprise, sauf le juge Gerald Klein, qui présidait l'audience avec sérénité. Préparez-vous à être choqué par l'incroyable histoire de Nicole Babb, la condamnée qui a oublié qu'il y avait des caméras dans la salle d'audience. Alors que la caméra fait un panoramique sur la salle d'audience animée, nous nous trouvons au beau milieu d'une audience de cautionnement dans le comté de Miami-Dade. Le président du tribunal,
le célèbre Gerald Klein, connu pour la rapidité avec laquelle il traite les affaires, prend place sur le banc. Tous les regards sont tournés vers lui alors qu'il s'apprête à s'adresser à un accusé. Mais ils sont loin de se douter que le véritable spectacle est sur le point de se dérouler en arrière-plan. Il s'agit de Nicole Babb, 24 ans, une criminelle condamnée qui a un penchant pour l'inattendu. Alors que le juge Klein commence à parler, un sourire malicieux se dessine sur le visage de Nicole Babb. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, semblant évaluer la salle, avant que son regard ne se pose sur les caméras. Et c'est là que ça se passe. Babb oublie, ou peut-être ignore-t-elle intentionnellement, que des caméras enregistrent ses moindres faits et gestes. Dans un soudain élan d'audace, Babb se déshabille en pleine salle d'audience. Dans un élan soudain d'audace, Babb se déshabille en pleine salle d'audience. Des halètements et des murmures parcourent les spectateurs, un mélange de choc, d'amusement et d'incrédulité envahissant l'air. C'est une scène tout droit sortie d'un tabloïd, mais ce n'est pas une œuvre de fiction. C'est un véritable drame judiciaire qui se déroule sous nos yeux. Alors que Babb se débarrasse de ses vêtements, les rires s'amplifient et résonnent dans la salle. Mais au milieu des rires, une personne reste impassible. Le juge Gerald Klein. Connu pour sa capacité à garder son sang-froid face au chaos, il continue de s'adresser à l'accusé, apparemment insensible au striptease inattendu qui se déroule à quelques mètres de lui. L'acte de Babb s'intensifie lorsqu'elle se met à jouer sur le sol, laissant les spectateurs bouche bée. Mais même cette démonstration extrême ne parvient pas à détourner l'attention du juge Klein de l'affaire en cours. Ses années d'expérience sur le banc l'ont exposé à une multitude de moments choquants, et la nudité de Babb n'est qu'un chapitre de plus dans sa longue et riche carrière. C'est ainsi que Nicole Babb, fraîchement vêtue et accusée d'usurpation d'identité, s'approche du podium. Mais au lieu de rester pour répondre aux questions, elle refuse de répondre au juge. Le juge Klein fixe rapidement sa caution à $5 000. Sigmund Gomez. Dans la ville tranquille de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, une salle d'audience est sur le point d'être le théâtre d'une scène qui va faire l'effet d'une bombe dans toute la communauté. Sigmund Gomez, un homme accusé des crimes les plus odieux, était confronté à une audience de détention. Il était loin de se douter que son accès de colère serait filmé, gravant à jamais son nom dans les annales de l'infamie. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez l'incroyable histoire de Sigmund Gomez et de sa terrible crise d'épilepsie qui a stupéfié toutes les personnes présentes. Dans la ville tranquille de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, un nuage sombre de peur et d'indignation s'est abattu sur la communauté. Sigmund Gomez, un homme de 39 ans, est accusé d'avoir commis des actes de violence inqualifiables sur une adolescente. Les charges retenues contre lui étaient tout simplement horribles. 12 chefs d'accusation de viol et de contact sexuel avec une mineure. Les preuves contre Gomez étaient accablantes et ne laissaient aucun doute sur la gravité de ses crimes. Alors que la communauté attendait que justice soit faite, Sigmund Gomez s'est retrouvé dans un tribunal de district de Las Cruces pour une audience de détention. La tension dans la salle d'audience était palpable, alors que le juge, Conrad Perea, présidait la procédure. Le sort de Sigmund Gomez était en suspens, alors que le juge examinait attentivement les preuves qui lui étaient présentées et décidait qu'il serait détenu sans caution. Ces mots ont touché un point sensible chez Gomez, qui semblait oublier que des caméras filmaient chaque instant. Dans un moment de pur désespoir et de rage, il s'est déchaîné, ce qui restera à jamais gravé dans la mémoire des personnes présentes. Gomez, en proie à une tempête d'émotions, s'est mise à crier et à pousser les adjoints, ce qui a aggravé le chaos dans la pièce. Les adjoints, pris au dépourvu par l'irruption soudaine de Gomez, se sont empressés de reprendre le contrôle de la situation. Mais un seul adjoint n'a pas suffi à contenir la fureur de Gomez. Il a fallu 7 adjoints au total, travaillant ensemble, pour finalement le maîtriser et l'escorter hors de la salle d'audience. La lutte a été intense, une bataille entre l'ordre et le chaos, car Gomez s'est battu contre les entraves qui le retenaient. La salle d'audience, autrefois lieu de solennité et de justice, n'est plus qu'une scène de pandémonium. L'explosion de Gomez a provoqué une onde de choc dans la salle, laissant tout le monde dans un état d'incrédulité. Alors que le chaos se résorbe et que la salle d'audience retrouve un semblant d'ordre, les conséquences de la crise de Sigmund Gomez commencent à se faire sentir. En plus des accusations odieuses dont il faisait déjà l'objet, Gomez s'est retrouvé confronté à des problèmes juridiques encore plus graves. Il a été accusé de résistance et d'obstruction à la suite de son explosion dans la salle d'audience. Il semble que ces actes n'aient fait qu'aggraver sa situation déjà désastreuse. Mais Gomez n'était pas le seul à être impliqué dans ces crimes horribles. Sa compagne, Sarah Ibarra, a également été inculpée à la suite de son arrestation.
Ibarra a été inculpé d'un délit de maltraitance d'enfants au 3e degré et d'un délit de non-dénonciation de maltraitance d'enfants. Les preuves contre Gomez et Ibarra se sont accumulées, dressant un tableau sombre de leur implication dans ces actes troublants. Gomez a finalement été condamné à 15 ans de prison. Taylor Schabuseness. Nous nous rendons ensuite dans une salle d'audience du Wisconsin où se déroule une scène incroyable. Taylor Schabuseness, une jeune femme de 25 ans, est accusée d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré. Les événements choquants se sont déroulés lorsque Schabuseness a assassiné son amant lors d'une rencontre sous l'emprise de la drogue. Mais ce qui s'est passé dans la salle d'audience a choqué tout le monde. Schabuseness s'en est pris effrontément à son propre avocat. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans les détails incroyables de cette affaire qui vous fera remettre en question les limites du comportement humain. À Green Bay, dans le Wisconsin, Taylor Schabuseness, une jeune femme de 25 ans, est accusée d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré. Les événements choquants se sont déroulés lorsque Schabuseness aurait étranglé à mort son amant, Chad Tyrion, au cours d'une rencontre sous l'emprise de la drogue. Selon la police, 1 an plus tôt, Schabuseness et Tyrion fumaient ensemble de la méthamphétamine, s'adonnant à leur dangereuse addiction. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le brouillard provoqué par la drogue les a amenés à se livrer à des activités sexuelles. Mais quelque chose a mal tourné. Dans un accès de rage ou un délire dû à la drogue, Schabuseness a craqué et étranglé Tyrion avec une chaîne. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Au lieu de chercher de l'aide ou de faire face aux conséquences de ses actes, Schabuseness aurait abusé sexuellement du corps sans vie de Tyrion avant de le démembrer. L'acte horrible s'est déroulé dans le sous-sol de la maison de la mère de Tyrion, à l'insu de celle-ci qui était sortie avec son petit ami à ce moment-là. Elle était loin de se douter qu'elle tomberait sur une scène tout droit sortie d'un cauchemar. En descendant les escaliers, elle découvre la tête de son fils placée dans un seau, un spectacle qui la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Schabuseness avait pris la fuite, laissant derrière lui une trace d'horreur inimaginable. En état de choc et incrédule, la mère de Tyrion a immédiatement appelé la police. Les agents sont arrivés sur les lieux, accueillis par les preuves macabres de l'acte odieux de Schabuseness. Avec ce qui semble être le sang de Tyrion tachant encore ses vêtements, Schabuseness a été rapidement identifiée comme la principale suspecte. La police n'a pas perdu de temps pour la retrouver et l'appréhender plus tard dans la nuit. Au cours de l'affaire, Schabuseness a plaidé non coupable pour cause de déficience mentale, affirmant qu'elle n'était pas dans son état d'esprit lors des horribles événements. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une salle d'audience, attachée et accompagnée de son avocat, Quinn Jolie. Jolie, espérant gagner du temps pour l'évaluation de sa cliente, demande un report de la date d'ouverture du procès. À la surprise de toutes les personnes présentes, y compris Jolie, le juge accède à la demande. Cependant, cette décision déclenche une réaction inattendue et violente de la part de Schabuseness. Dans un accès de rage, elle se jette sur son propre avocat, se balançant sauvagement, dans une tentative désespérée de frapper toute personne à sa portée. Un adjoint entre en action, tentant désespérément de maîtriser Schabuseness et de rétablir l'ordre dans la salle d'audience chaotique. C'est une scène que personne n'aurait pu prévoir, une démonstration choquante de violence dans le lieu même où la justice est censée être rendue. Lorsque la poussière retombe et que Schabuseness est enfin maîtrisée, le tribunal est libéré et elle est emmenée dans une cellule de détention. Pendant ce temps, Jolie, qui s'en est miraculeusement sorti indemne, présente une requête au juge. Il informe le tribunal qu'il a l'intention de se retirer de l'affaire, ne souhaitant plus représenter Schabuseness après cette attaque choquante. 2 semaines plus tard, lors d'une nouvelle audience, Schabuseness comparaît devant le tribunal, escorté par 2 adjoints. Le juge accède à la demande de retrait de Jolie et Schabuseness se voit attribuer un nouvel avocat du bureau du défenseur public de l'État. Étonnamment, elle n'est pas inculpée pour l'agression de Jolie, ce qui laisse beaucoup de gens s'interroger sur les implications de ces actes. En mai 2022, après avoir entendu les témoins experts de l'accusation et de la défense, le juge Walsh a déterminé que Schabuseness était mentalement apte à participer à sa propre défense. Cette décision ajoute une nouvelle couche de complexité à l'affaire, la défense cherchant à remettre en cause la décision précédente du juge. Au fur et à mesure que le procès progresse, la salle d'audience devient un champ de bataille où se mêlent arguments juridiques et témoignages émotionnels. L'accusation présente un dossier convaincant, s'appuyant sur des preuves médico-légales, des témoignages et les détails choquants de la scène de crime. La défense, quant à elle,
s'efforce d'établir un doute raisonnable et de convaincre le jury que l'état mental de Shabazz Ness devrait l'exonérer de toute responsabilité. Le procès a captivé l'attention du public, les médias suivant de près tous les développements. La nature choquante du crime, combinée à l'attaque de la salle d'audience, a fait de cette affaire une sensation nationale. Le jury la déclare finalement coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Thomas Walsh, qui a présidé le procès avec une impartialité sans faille, remercie le jury pour son travail et prononce la sentence. Compte tenu de la gravité des crimes commis, le juge prononce une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Brian Earl Taylor. Prenez place dans la salle d'audience où se déroule une scène extraordinaire. Brian Earl Taylor, un accusé, adopte une approche non conventionnelle pour exprimer ses remords lors de son audience de détermination de la peine. Au lieu de prononcer un discours traditionnel, il surprend tout le monde en entamant une chanson. Inspiré par la musique d'Adele, Taylor chante des excuses sincères au juge, à la victime et à sa propre mère. Dans la petite ville d'Ann Arbor, dans le Michigan, une salle d'audience était sur le point d'être le théâtre d'un événement sans précédent qui allait laisser tout le monde en état de choc. C'était le jour de l'audience de détermination de la peine de Brian Earl Taylor, un jeune homme de 21 ans résidant à Belleville, dans le Michigan, qui avait été accusé d'emprisonnement illégal et de port d'armes dissimulées. Personne ne se doutait que ce jour resterait à jamais gravé dans les mémoires. Alors que la salle d'audience se remplit d'impatience, Taylor se tient devant la juge Darlene O'Brien, prêt à présenter son dernier plaidoyer. Mais au lieu du discours attendu, Taylor avait quelque chose de tout à fait différent en tête. Sur l'air de Hello, le grand succès d'Adele, la voix mélodieuse de Taylor a rempli la salle d'audience. Ses paroles ont été soigneusement élaborées, exprimant ses regrets pour les choses qu'il a faites et la douleur qu'il a causée. Il s'est adressé directement au juge en chantant « Hello, Your Honor », comme s'il essayait d'établir une connexion par le biais de sa performance sincère. La chanson de Taylor n'était pas seulement une excuse au juge, c'était aussi une expression sincère de remords à l'égard de sa victime et de sa propre mère. Il reconnaît la vie qu'il a choisie, les erreurs qu'il a commises et les portes qu'il a fermées. Le refrain répété de « Je suis désolé, désolé, désolé » a résonné dans la salle, soulignant la profondeur de ses regrets. La salle d'audience, habituellement un lieu de formalité et de sérieux, s'est transformée en scène pour la performance plutôt hilarante de Taylor. Avant l'audience, l'un des avocats de Taylor avait demandé au juge O'Brien l'autorisation de chanter ses excuses. Après avoir examiné les paroles et les avoir jugées pleines de remords, le juge a donné à Taylor la possibilité de continuer. Alors que la voix de Taylor résonne dans la salle, la juge garde son sang-froid, apparemment insensible à la tournure non conventionnelle des événements. Elle écouta attentivement, son visage étant un masque d'impartialité. Taylor s'est penché sur sa chanson. C'était comme si Taylor vivait dans son propre monde, complètement immergé dans sa performance, ignorant les caméras qui capturèrent chaque instant. La vidéo de la prestation de Taylor au tribunal s'est rapidement répandue sur l'Internet, captivant les téléspectateurs du monde entier. Les gens ont été stupéfaits par son courage et sa vulnérabilité, ainsi que par les émotions brutes qu'il a transmises à travers sa chanson. Ce moment a dépassé les frontières du tribunal et a touché le cœur de tous ceux qui l'ont regardé. Mais cette performance au tribunal n'est qu'un chapitre de l'histoire de Brian Earl Taylor. Avant cela, Taylor avait été arrêté pour avoir enlevé une victime à Ypsilanti, dans le Michigan. Il a été trouvé en train de lutter avec un homme dans un immeuble d'habitation, tenant un pistolet sur l'abdomen de l'homme. La police pensait que Taylor avait l'intention de voler l'homme, ce qui a conduit à son arrestation et à son inculpation. Malgré la nature choquante de ces crimes, la prestation de Taylor au tribunal a donné un aperçu de la complexité de son caractère. Ce moment de vulnérabilité et de remords a laissé un impact durable sur tous ceux qui en ont été témoins. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est restée tendue pendant que Taylor terminait sa chanson et que les échos de ses excuses résonnèrent dans l'air. La juge O'Brien a souligné que si la prestation de Taylor était émouvante, elle ne l'exonérait pas de ses crimes. Elle a reconnu le pouvoir de la musique comme forme d'expression, mais elle a également souligné l'importance d'assumer la responsabilité de ses actes et de s'amender. D'un ton mesuré, le juge O'Brien a annoncé la décision de condamnation. Taylor devra purger une peine de 2 ans dans une prison d'État pour port illégal d'une arme dissimulée. En outre, il devra purger une peine de 18 mois à 15 ans pour emprisonnement illégal. 5 autres charges retenues contre lui ont été abandonnées dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo sur des condamnés qui ont oublié qu'il y avait des caméras dans la salle d'audience, ces cas nous rappellent que même dans les environnements les plus formels et les plus contrôlés,
le comportement humain peut parfois défier les attentes. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en voir d'autres du même genre et je vous attends.